Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevaude, El Pouillou, Stéphane et Warloff. Si vous aussi vous voulez nous soutenir, faites comme eux. Allez nous donner un peu de sous sur Tipeee, ça nous aide à nous acheter du meilleur matos et à être super cool. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui rit comme un con dans sa barbe. Oui, ton truc. J'ai même pas droit ton sketch. On fait pas de la radio quand on a un nez pareil, quoi. Appelez-moi le Cid. Mais en fait, non, mais le nez est pas si grand. Je pense que c'est parce que c'est la tête. C'est un broc, un cap, un pic. Que dis-je? C'est une béninsule. Coucou les gants. Je suis One Day Pied, je suis avec vous pour ce One Day Club 187 pour vous parler de bande dessinée. Et je suis entouré de ma bande de joyeux drill, avec mon nez qui coule, qui n'en peut plus. Un peu baissant quand même. Hein. C'est un peu baissant tout ça. Ouais. On peut Voilà. être tous solidaires avec tout. Je les supporte comme je peux, mais il y a Thio, salut Thio, qui peut parler de la façon de parler et de sa voix. Écoutez les premières émissions. Allez, le trash polype. Voilà. Nodule. Nodule, pardon. Nodule. Voilà. Ah, c'est pas les champignons. T'as pas de champignons, t'as pas de morille. Hein. Non, les champignons, c'est ailleurs. Donc, Tu fais pas de la radio avec. Voilà, ça va avec Tizak. Bonsoir. Voilà, qui bibite vachement bien, je trouve. Qui bibite? Ouais, Ah oui, qui je bibite. Je bibite super beaucoup. Hey, t'avais un peu de la bibite? Et avec Jérôme, salut Jérôme. Salut. Voilà. Bon, on va parler de BD. On va commencer notre programme avec une petite sélection de webcomics, des trucs que vous allez pouvoir lire. Oh, c'est dur. Non, on n'est pas dans Tétu. On parle pas de BD. Que vous allez pouvoir lire gratos. Puis nos chroniques seront à propos des rois de la mode, du signal de l'océan, de Tout le plaisir est pour moi, n'est-ce pas, Tizak, de Quartier lointain, d'Horrific Land, oui, c'est la suite logique, et des carnets de cerises et Valentin. Voilà, et l'émission sera finie, car c'est déjà pas mal et qui sera sans doute très très tard. On remercie les personnes qui sont dans le chat et qui nous supportent. Et le papier Lotus. Même si elles ne sont pas très nombreuses. C'est dommage, parce que la dernière fois, elle nous avait signalé que le son déconnait, et que là, s'il déconne, en fait, le seul moyen que j'ai, c'est de nous le renvoyer dans les oreilles, et franchement, si je vous fais ça, les amis, vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est horrible, on est en train de s'entendre avec un décalage et un léger lag, et on va mourir des oreilles. Mais c'est génial. Ouais, mais le son, c'est On n'entend plus ton nez qui merde. Et ouais, hein, c'est beau. Ça veut dire que les auditeurs ne l'entendent pas. C'est ça qui est magique, C'est la beau. magie de la radio. Je crois qu'on peut démarrer au lieu de dire des conneries. Putain, il fait des effets spéciaux maintenant, il est trop fort. Je vais vous parler pour commencer de Riposte à Marseille, une bande dessinée qui a été dessinée par Alice Bienassis. Bienassis, ouais. Ouais, et je peux, si je vous présentais la bonne, ça serait bien. Et je peux vous la présenter très très bien parce que là, j'ai eu l'intelligence d'écrire son nom. Alice, donc qui nous raconte comment elle s'est retrouvée à un stage d'autodéfense pour femmes à Marseille. Comment ça s'est passé et un peu à quoi ça sert, quel public elle a rencontré. Bon, à Marseille, ça sert à rien. Il s'attaque à la Kalachnikov. Tu vas faire quoi avec Monsieur les connaisseurs. Attends, excuse-moi. J'ai trouvé ça super intéressant, super bien foutu, c'est bien raconté, c'est bien dessiné. Ça nous met face à une réalité parfois pas évidente que rencontrent les femmes et donc que nous ne connaissons pas. Car je vous le rappelle, nous ne sommes que des hommes autour de cette table, pour ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte. Non, excuse-moi, on a la voix du fond là-bas. Oui, voilà, mais elle ne veut pas parler, donc voilà, on l'a silencée. Tu vois, je te dis, on a une femme à la table et on l'empêche de parler. On est des monstres. Bref, c'est plutôt bien foutu. En plus, ça parle de quelque chose qui se passe à côté de nous. On apprend le coup de pied éclair, les bains couteaux et le cri de pouvoir. Et rien que les noms des techniques de combat, moi je trouve que c'est la classe. Bref, des trucs qui peuvent sembler basiques pour ceux qui ont l'habitude de taper des gens, mais ce n'est pas notre cas. Donc ça peut être super utile. Parle pour toi, moi je suis enseignant.
Voilà. Donc, franchement, j'ai trouvé ça super bien foutu, super cool. Donc, Riposte à Marseille, vous trouvez ça sur le site de Roseau. L'adresse sera dans la page du site, ou le site truc. L'émission sera diffusée. Putain, mon nez qui m'empêche de bien parler. Azertov qui nous dit c'est au Kutonoken. Oui. Les couteaux de cuisine contre le lenteau de vison. Attention, Instraviata. Chez Arte, ils aiment bien faire des tests, des expériences. Ils avaient publié Été, que j'avais trouvé assez sympathique, qui a d'ailleurs totalement disparu. Ils avaient un compte Instagram pour ça. Et alors, je sais pas si on peut encore retrouver Été quelque part. Thomas Cadet est habitué des trucs qui met en ligne et qui disparaissent. Donc, j'espère que ce sera pas quelque chose qui va durer. Là, c'est Instraviata. Ça va pas durer, ça disparaît. Oui. Instraviata, qui est là sur le site de Arte Radio, Arte Concert, pardon, et qui va nous raconter la Traviata, mais dans un style complètement hallucinant. Alors, je vais essayer de montrer des images aux gens qui sont dans le chat. C'est été_BD, nous dit Azertov. Oui, ouais, mais il n'existe plus. Enfin, à moins qu'il Saison recrée. 3 sur Kiss Kiss Bang Bang. Oui, il y a un crowdfunding qui va sortir. Il est sorti, tiens, je savais pas, sinon je n'aurais parlé à Tizak. Non, lui c'est Thio. Ah, Oui, Thio. c'est Thio. Mais Putain. bon, c'est pas grave. Hein. Bref, cette bande dessinée est vraiment super sympa. Et il y a du son. Ouais. C'est trop bien, ça fait bouger Voilà, la neige. c'est du Léon Marais, ça vous raconte tout. Parle bien de ton micro, sinon on t'entend pas. C'était juste du scrolling, là c'est mieux. Ouais, hein. Donc, C'est quoi le chuchotement, en fait Donc, tout est sonore, C'est étrange. voilà. Donc, franchement, c'est complètement. Ça nous réécrit l'histoire de la Traviata, mais totalement à l'ouest. C'est super drôle. Pourquoi c'est les personnages de Fraggle Rock Bah, parce que c'est complètement à l'ouest. Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé. Merci, Chevonne. Et j'ai passé un très très bon moment à regarder ça. Franchement, c'est fun. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Donc, Instraviata sur le site d'Arte Concert, et c'est bientôt fini d'être diffusé. Et le son est un poil trop fort, en fait, dans ce que tu envoies. Par rapport à nous, par tu rapport à vois, nous. je veux dire. D'accord. Bah, ça, Grosso modo, tu as réveillé tout le monde, quoi. d'accord. Bah, il va falloir que je trouve comment régler le son que j'envoie via ça, parce que ça, je sais pas gérer encore. Oui, je maîtrise pas tout. Et puis ça, on savait, nous. Oui, je sais. On passe à la suite. Oui. On passe à Healing and Soothing, une bande dessinée de Mana. Il maîtrise pas tout. Oui, je maîtrise pas tout, pas l'anglais par exemple. Une bande dessinée de Mana que vous pourrez trouver sur Twitter, mais aussi Instagram. Alors là, je vous ai mis la page Twitter d'illustration, qui n'est pas forcément la plus facile à lire. C'est une histoire assez courte, mais moi que j'ai trouvé vraiment très jolie, sur quelqu'un qui va trouver son soin intérieur et le réconforter alors qu'il va mal. C'est très joliment fait, c'est une BD pleine d'émotions. Franchement, le thread marche bien. Alors, ça marche pas super bien sur Twitter, c'est un peu dommage. C'est pas vraiment fait pour ça non plus. Non, voilà, c'est pas l'idéal, le Twitter pour ça. Ça marche mieux sur Instagram, parce que j'ai pu aller le voir, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher le compte. Parce qu'on est vraiment sur du case à case. Donc, voilà. Très, très jolie BD que je voulais citer, parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et que c'est Ça a l'air très beau, cette histoire. Hein. très joli, oui. Je vous le recommande, et c'est vraiment très vite lu, pour le coup. On passe ensuite à les flashbacks du patrimoine. La bande dessinée s'appelle Danse Macabre. Danse Macabre, vous connaissez les auteurs. C'est le collectif qui avait fait La Valise, dont vous a déjà parlé. Vous souvenez-vous de Oui. cette bande dessinée dont on avait Oui. dit le plus grand bien? Oui. Que nenni. Moi, oui. Tu n'étais pas encore né dans Ah, le c'est monde du pour ça. podcast. Rappelle-toi une femme qui a une valise qui va se mettre dans un château. Oui, c'était beau de la mort. Donc c'est par The Deep Studio, et c'est sur... C'est une très belle édition. Avec elle fait, en fait, de disparaître les gens. c'est ça, Ouais, c'est exactement, ça. exactement. Et en fait, ce sont des bandes dessinées qui déjà sont intéressantes parce qu'il y a une audio description, si on le souhaite. C'est tout optimisé pour du scrolling sur mobile, à coup de swipe. C'est bien foutu, c'est une belle histoire, et ça s'intéresse au patrimoine de la région en question, alors avec du fantastique, etc. Il y a toute une série de bandes dessinées qui ont été faites
dans le cadre en question. Alors j'ai un peu oublié, mais j'avais trouvé ça intéressant, donc j'y reviendrai sans doute un jour derrière. Mais en tout cas, celle-là, si vous avez aimé la valise, si vous avez aimé le travail graphique des auteurs, c'est très très bien foutu pour du smartphone, c'est très bien adapté, ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle Danse Macabre. On suit un peu une sorte de club des 5 autour d'un truc un peu mythique, fantastique, avec des pouvoirs pour sortir de leur corps, tout ça. Mais C'est est-ce génial. qu'il y a une vraie danse macabre médiévale? Alors ça, je ne saurais le dire. Tant pis. Mais qu'est-ce que tu sais dire en fait? Oui, je ne sais pas dire grand-chose. Ouais, Car en fait, tout ce que je sais dire, c'est attendre que vous dénigriez mon travail avec force Non, parce que ça a l'air joli, et donc peu on de va talent. pas Oui, dénigrer, ça, voilà. ça a l'air joli. Non, mais vous dénigrez pas la BD, vous dénigrez mon travail de recherche et de découverte. C'est pas grave. Mais non, Je mais passe ça a l'air à... joli. Il est con lui ou quoi? Non, mais c'est un peu Calimero, tu vois. Voilà, on passe au roi de la mode. Hein Les rois de la mode. Oh là là. C'est toi d'ailleurs, je crois. Allez, Jérôme, de quoi ça parle? c'est toi. Moi, mais il y a eu un jingle là? Ouais. Oui, oui. Ah oui, mais est-ce que. oui. Sauf qu'on l'écoute plus en fait. Tu es branché où toi? Toi, tu es branché là. Tiens, je vais te mettre un peu du watt. Alors, tu vas les voir. rois de la Non, mode. Parle bien de non, ton non, micro, pas s'il te trop, plaît, Je Jérôme. veux bien l'album, s'il te plaît. Les rois de la mode. De Camille Monge et Stella Laurie. Donc, deux jeunes auteurs. Ah, c'est mieux comme ça, Pierre. Ouais, Il hein. me semblait bien aussi. Ouais, moi aussi. Ok, ça va mieux là? Ouais, t'étais muté. mais c'est pas grave. D'accord. Ah, voilà la censure! Oui, nous sommes Donc, comme ça. les rois. Merci, Très bon titre, Azartov. J'aime bien. El Dictator. Les rois de la mode, donc de Camille Monge et Stella Laurie, pour reprendre aux éditions Varum Vraum. Donc bon, c'est une parodie, une critique sur le monde de la mode, vous l'aurez compris, et le monde parisiano-parisien de la mode, avec en poussant dans toutes les extravagances possibles et toutes les caricatures possibles cet univers-là, que ça soit au niveau des mannequins, que ça soit au niveau du staff ou que ça soit au niveau du créateur lui-même. Donc le fameux créateur qui s'appelle Berlingot, qui est censé remettre en scène, remettre en piste une vieille maison de couture Fafa de Paris. Et donc c'est- Berlingot qui est américano-inuit. Inuit. Américano-inuit. Oui, Ah, on le vend Inuit au début. Parce qu'en plus, il a eu été adoubé oui. Alors, par Karl. Alors, il a été adoubé par Karl, par le grand Karl. himself. Voilà. Et donc, cette maison d'édition, Fafa de Paris, qui a été rachetée par les Russes, qui ne veulent pas forcément faire de l'argent parce qu'ils en ont assez, mais le mania russe veut surtout faire plaisir à sa femme. Donc voilà, donc on est vraiment dans la caricature pur jus, l'excessivité dans tout ce qu'elle a d'excessif. Que ça soit en termes de dessin, que ça soit en termes de couleur ou que ça soit en termes de scénario. C'est pas désagréable à lire, très clairement. Moi, je suis assez peu réceptif au monde de la mode parce que je m'habille avec des sacs de poubelle et ça me va très bien. Ça, c'est déjà la mode. C'est ça. C'est déjà la mode. Tu mets ta touche. Tu crées ton univers. Mais ceci dit, voilà, on lit avec plaisir. Il y a énormément d'humour, beaucoup de caricatures, beaucoup de dérision, évidemment. Et étant donné que ça va vraiment dans l'extrême et dans la caricature la plus poussée, ça finit par être drôle. Voilà. Maintenant, c'est pas drôle non plus au point d'esclaffer, attention. Hein, c'est pas, voilà. Mais c'est agréable à lire. Moi, j'ai trouvé ça assez grinçant parfois. Parce que du coup, tu te poses la question, justement, dans le côté caricatural, qu'est-ce qui est de l'exagération et qu'est-ce qui est finalement dans la réalité? Parce que tu vois, je trouve que le Berlingot, à des moments, ça part tellement loin que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment aussi too much que ça? Et Sachant que la scénariste vient du milieu de la mode. Hein. voilà, et je me suis dit peut-être qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'elle a déjà vues, qui relèvent de l'anecdote, tu vois, du projet qui n'a pas été fait. Parce que son coup de la banquise en plein milieu De la vraie banquise, hein. C'est Ouais, un vrai morceau de glace avec des vrais pingouins avec dessus. des vrais pingouins qui vont chier dessus. Mais pour être allé une fois au Grand Palais, je crois que c'était un défilé Chanel, ils avaient refait une sorte de truc du Sahara ou un truc dans le genre au Grand Palais. Donc ouais, la démesure, c'est possible. Hein. C'est possible. Après, comme moi je connais pas du tout le monde de la mode, je trouve que c'est effectivement une caricature extrême. Maintenant, ça allait peut-être pas, effectivement. Voilà. Mais comme tu me dis, voilà, moi j'ai trouvé ça très caricatural, très décalé, drôle, incongru
Et finalement, ça a fonctionné. Tu vois, comme tu dis, au bout d'un moment, j'ai commencé à rigoler et je me dis, putain, c'est vraiment nawak. Mais c'était drôle, quoi. Tu suivais les aventures de Berlingot, quoi. Et à un moment, tu es même là, tu prends parti pour lui, tu dis, libérer Berlingot, quoi. Tu as envie que ça arrive au bout. Et finalement, après, ça part encore plus en quenotte, quoi. T'as l'impression que c'est une sorte de spirale infernale. Tu vas toujours de mal en pis, quoi. Et plus ça grossit, plus ça devient énorme. Oui, non, mais moi j'ai trouvé ça. Alors, ça a été très très bien vendu par l'éditeur Vendredi, qui avait fait un très beau discours pour expliquer comment il a rencontré la scénariste et qu'il a trouvé le dessinateur. Parce que c'est la première fois qu'il devait trouver un dessinateur pour un scénario, parce qu'en général, il attend qu'on lui mette des projets tout faits. Puis là, il a lu le scénario en se disant bon, on va voir. Il a dit ah merde, faut que je trouve un dessinateur. Et c'est vrai que n'étant pas du tout intéressé par le milieu de la mode, tous ces trucs-là, voilà, les magazines qui s'y intéressent, je me suis dit, ouais, bon, ça va peut-être un peu m'emmerder. Et en fait, je suis tombé dans le truc parce qu'il y a quelques références que je capte. Je pense que je les capte pas toutes. Mais il me semble avoir reconnu une animatrice de Canal+, dont je ne saurais même plus dire le nom. Si c'est elle, c'est Agnès. Moi, j'ai pas lu le bouquin. Voilà. Il y a quelques personnalités que tu croises de temps en temps. T'as Anna Wintour. Oui, t'as Anna Wintour. T'as une certaine vacuité dans les propos, dans le rôle qu'ils ont. Et puis ce côté de ce gars qui veut essayer de relancer cette affaire coûte que coûte pour que Fafa de Paris réussissent à revenir, oui c'est le nom de la boîte, Fafa de Paris, mais ils écrivent ça FDP, réussissent à devenir une super boîte qui s'en sorte, ça veut dire frais de port en argot. Bien sûr. Ou voilà. Fiche de perso aussi. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai passé un moment, je me suis bien éclaté. C'est bon, on les a tous fait. T'en as pas fait un avec FDP, s'il te plaît? Moi j'ai dit flan de pistache, tu dis quoi? Comme ça souffle. Fin des putas. C'est Ouais, pas mal. Fin des pieds. Oh. bon. Ceci dit, puisque Berlingot était adoubé par Karl, on peut dire quand même que la dessinatrice, elle, est adoubée par Pierre Christin. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors que c'est un style qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec les albums pour lesquels il a fait le scénario. Mais pourquoi on dit ça? Simplement parce qu'il y a une préface de Pierre Christin. Voilà. Oui. Et oui, non, après, voilà, graphiquement, par contre, j'ai trouvé ça très péchu, efficace, très caricatural, mais qui va totalement dans le propos. Ça tient bien la route. Je trouve quand même qu'il y a une certaine recherche sur parce que du coup, elle a quand même inventé aussi les costumes de la collection Inuit 2017. Très belle collection. Très belle collection, parce que je trouve que c'était un peu froide. Non, mais c'était très, très créatif quand même pour de la banquise, quoi. Enfin, il y a quelques belles trouvailles. Après, c'est quand même du n'importe nawak, mais il faut fois la haute couture. Il faut reconnaître quand même que la tenue imperméable pour les cocktails, je reconnais que celle-là, top respect. Oui, effectivement. On va passer donc tout de suite à la suite pour une prochaine bande dessinée fort intéressante. Je sais même pas de quoi on va parler, tu vois, tellement je suis. Et je vais vous parler du Signal de l'Océan. Le Signal de l'Océan, hop là, c'est chez Vent d'Ouest, c'est fait, excusez-moi, par Saint-Dizier, Joub et Nicobi. 1976, un projet immobilier ambitieux prévoit au bord de l'océan la construction d'un joli complexe touristique baptisé le Poséidon. Alors, le village de Malberos est destiné à devenir une très très jolie station balnéaire de premier plan sur la côte atlantique. À quelques kilomètres de là, forcément, les derniers bunkers de la Seconde Guerre mondiale, léchés par l'océan, s'enfoncent peu à peu, inexorablement, dans le sable. Et 30 ans plus tard, ce sera au tour du Poséidon, lui aussi, d'être menacé par les flots. On a face à nous une idée quand même qui est très très didactique, publiée donc justement avec le concours du Conservatoire du Littoral. Le Signal de l'Océan va nous présenter les risques qui sont liés justement au développement du tourisme qui va demander des infrastructures lourdes. Voilà, on va être dans le refus du bétonnage de la côte, quoi, la peur un peu de perdre son identité pour le petit village de Malberos. Rien ne nous sera épargné en fait. Mais à aucun moment tu tombes dans le cliché. C'est juste on est dans
dans le constat, dans le factuel. On vous pose les trucs, quoi. On voit les problèmes, mais on va pas vous dire que c'est la faute de machin, la faute de bidule. Voilà, on vous dit, il y a tel souci, il y a tel souci, il y a tel souci. Tu voulais dire un truc ? Ça raconte quelque chose Justement, justement, tu vas suivre en fait l'histoire de ce petit village qui va avoir l'arrivée de la résidence Le Poséidon. Ils vont lutter contre l'arrivée de la résidence, puis finalement elle sera quand même là. Et ils vont lutter ensuite pour qu'elle continue d'exister quand elle va commencer à... Ah, faudrait savoir ce qu'ils veulent aussi. Oui, mais ça c'est 30 ans après. Ah ben, au moment donné, t'as des convictions qui peuvent durer un peu plus que 30 ans. Hein. Oui, mais certains sont morts avec leurs convictions. C'est pour ça. Pas faux. Voilà. Le suivi des personnages, du coup, est quand même assez intéressant, mais je suis pas trop attaché quand même à eux. C'est un peu, on va dire, c'est laissé un peu de côté dans l'histoire. Au niveau du dessin, on a quand même quelque chose qui est joli. Les plans d'ensemble, les plans de Classique. les vues aériennes sont sympas, mais on reste quand même vraiment collé au plancher des vaches quand même. Hein. On n'est pas là pour rêver, on est vraiment dans le... Ça vous fait pas penser à du Davodo un peu le dessin ? Ok, d'accord. Ok. Moi, je dirais pas. Non. Voilà. Ce qui est sympa par contre, c'est justement que comme ça se passe sur 30 ans, il y a une vraie évolution des personnages. C'est-à-dire que tu vas les voir qui vont devenir un peu grisonnants. Dans leur façon de se poster, tu vas avoir une petite stature qui va un petit peu s'affaisser. Au niveau du dessin, tu as ce petit côté-là quand même qui montre bien le temps qui passe, quoi. Dans tous les cas, en somme, voilà, pour moi, Le Signal de l'Océan, c'est pas le bouquin où tu es là pour rêver, quoi. On n'est pas là pour te raconter une grosse histoire, une narration de ouf. On te fait le constat, voilà, pour le littoral, pour la préservation de la nature. Et voilà, j'aurais pu terminer disant tiens, bourreau, fais ton office, mais finalement, l'homme l'a très bien fait lui-même. On est parti à volo, quoi. Alors, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant et très réaliste en fait sur cette description d'un village avec tout le monde se connaît un petit peu, ou le postier qui est le fils du maire, qui deviendra maire lui-même plus tard, tout ce côté-là. Ces questionnements aussi de se dire, il y a le confort des gens, mais aussi on envisage ce que va être l'avenir. Je trouve que, étonnamment, alors que la conclusion apporte un parti pris, et surtout le petit côté documentaire à la fin, clair, il n'y a pas de parti pris pour dire qui avait raison, qui avait tort, en fait. Les arguments immobiliers sont traités de façon, je trouve, assez juste, c'est-à-dire que c'est des arguments qui ne sont pas mauvais. Ça peut être bien pour le village, ça peut aider, et c'est le cas. Au début, même, ça marche. Et les arguments écologiques arrivent plus tard parce qu'en fait, tu te rends compte que les gens ne se rendaient pas compte. Ce qui fait que on est mis face à une incompétence humaine d'un point de vue scénaristique, mais qui pouvait difficilement être évitée parce qu'il y avait surtout une non-connaissance du danger écologique. Et j'ai trouvé que pour ça, c'était plutôt bien foutu, parce que ça permettait sans faire culpabiliser, sans avoir un côté revendicateur violent, te parler d'un sujet écologique qui est important et qui te dit, il y a des erreurs qu'il ne faut plus refaire. Enfin, comme je disais, c'était vraiment dans le constat, quoi. Sans connaissance des risques écolos. Mais alors justement, tu vois, c'est là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord, parce que au début du bouquin, on est vraiment donc dans les années 70, et on voit en fait les bunkers de la Deuxième Guerre qui sont en train de s'effondrer lentement dans le sable. Oui. Donc tu peux bien supposer que la maison que tu vas mettre 50 mètres plus loin, elle va un jour ou l'autre finir elle aussi au même endroit que le bunker. C'est l'idée. Oui, bon, je dis ça, je dis rien. Pareil, je vise personne. Fallait juste ouvrir les yeux, quoi. Je pose ça là, quoi. Je pose ma pêche et j'y vais. Oui, mais on te le dit qu'ils ont étudié, qu'ils l'ont mis bien, enfin ils l'ont pris en compte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ils ont mis le truc vraiment très loin. Ils pensaient pas que ça allait s'aggraver à ce niveau-là. Enfin, il y a un côté, c'est quelque chose qui te le disent. C'est pris en compte. On a vu qu'il y avait un affaissement, etc. Mais on est tranquille pour super longtemps. 30. Voilà, sauf qu'ils sont un peu plantés. Voilà. À côté de ça, c'est une bande dessinée sympathique si on s'intéresse au sujet. C'est une bande dessinée de commande, quoi. Voilà. Comme c'est le conservateur qui le fait, forcément, oui. C'est un peu un rapport avec leur taf, quoi. Et puis une équipe qui fait bien son boulot, je trouve. Enfin, c'est bien traité. Et pour une BD de commande, ça se lit bien. C'est pas chiant. Par contre,
effectivement, je sais pas comment tu peux la vendre, donner envie aux gens de la lire. En fait, quand tu l'as lu, t'es content, mais Comme je dis, Pour les gens qui habitent au bord de l'océan. Ouais, mais en fait, c'est comme je dis, c'est juste un constat, quoi. L'histoire en elle-même, elle est. Ouais. Tu passes à côté, quoi. C'est pas ça le truc, et c'est vraiment. On veut vous montrer, voilà, que le Conservatoire du littoral a un intérêt. Ouais. Voilà, point. Si vous habitez entre Châtelaillon-Plage et la Bon. dune du Pilat, Nicobi est un super auteur. Mais Personnellement, j'aime beaucoup. Je le dis. Ok. moi j'aime bien les chips. des chips. Tu veux des chips? Des chips. Donne du rythme. Vas-y, envoie. Vous avez pas lancé un coup de cœur pour le... Non. Ah, La question se fait pas poser. J'ai eu envie, et puis non. Tu vois, ça partait bien, quoi. excusez-moi, je me suis permis de la poser celle-là parce que... C'était petit. Oui, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est comme toi, c'est petit. Non, ça va, mais pas très drôle. Alors, On passe justement à Tout le plaisir est pour moi. De Olivier Maud au scénario et Fred Druard au dessin. Il n'y a pas de couleur, puisqu'en fait, il n'y a pas de couleur. On est tout en noir et blanc. Ça s'appelle du noir et blanc, donc il n'y a pas de couleur. C'est parce qu'il n'y a pas de couleur. C'est pour mais ça. en même temps, le noir Est une somme de toutes les couleurs. Non, est une absence de toutes les couleurs, mais est une couleur Pas en en lumière. tant que telle pour les coloristes. En tout cas. Oui. Bref, on y retourne. Hein, voilà. Donc, Tout le plaisir est pour moi. On se situe chez Mathieu, à la frontière canadienne, dans le Dakota. Oh, lâchez-moi, quoi. On est en 1890. La rébellion indienne est morte, hein, pour faire simple, avec Sitting Bull. Les Indiens sont morts aussi. Les Indiens sont quasiment morts. Et puis, on va avoir un jeune Et officier. l'alcool fera le reste. L'alcool, les quelques maladies feront le reste. Un jeune officier français débarque dans la caserne. Et il arrive avec plein de grands idéaux, des idées humanistes, tout le monde est égaux, tout le monde est gentil, voilà. Et puis il va se confronter à la réalité. Oh oui, j'aime bien. Il va se confronter à la réalité et en discutant justement avec un autre officier qui lui est sur le terrain, qui vit dans la vraie vie et face à la vraie rudesse des conflits. Et dans les explications, dans les petits exemples qu'il va pouvoir donner, bien justement, il va y avoir un ancien bras droit de Sitting Bull qui perd la tête, en fait, qui commence à tuer tout ce qui bouge et qui va montrer justement cette espèce de loi du plus fort, cette espèce de rudesse de l'Amérique de cette époque-là. Et bien donc, le jeune officier français va être chargé de retrouver cet Indien devenu un petit peu fou furieux. Et c'est cette espèce d'épopée à travers un monde sauvage, à travers des forêts, dans la neige, qui va nous être racontée par cet album, donc en noir et blanc, comme on l'a dit. Un très beau noir et blanc, quelque chose de vraiment bien réalisé, beaucoup de gros plans, quelque chose de très rude, de très sauvage, de très cru dans les choix. Et il n'y a pas eu besoin de mettre de la couleur pour en rajouter une couche. Au contraire, c'est resté assez simple, mais c'est extrêmement bien réalisé. Donc on est dans une ambiance vraiment féroce. C'est du dur, c'est du rude, c'est du velu, c'est du viril. Il n'y a pas de place au bon sentiment, justement, et le jeune officier français va mettre l'air de rien à rude épreuve ses beaux idéaux. Côté humaniste. C'est ça, son côté humaniste va en prendre une petite claque. Thio, qu'as-tu pensé de cet album? Je l'ai trouvé plein de réussite. Parce que tu as un rythme c'est un rythme de track, mais c'est un rythme qui est lent. Et tu as plein de cases en fait où tu vas avoir qui vont être muettes, c'est du silence. Tu vois. T'as même du coup à un moment donné, je crois que c'est l'éclaireur indien qui justement au français lui fait la remarque, mais tu parles trop. Tu vois, c'est pour bien te faire ressentir que ça va être dans le silence en fait que tu vas pouvoir du coup avancer dans l'histoire. Tu vois, c'est une sorte de parcours initiatique et pour le français et pour l'indien avec justement tu vois la tempête qui va être à l'extérieur dans la neige. Et la tempête que les deux personnages, voire même des personnes qui vont croiser en cours, vont avoir à l'intérieur d'eux. Mm-hmm. Ouais, tu l'as placé. Beaucoup de rage. De la rage interne. De la rage, ouais. Et tout ça, en fait, ça t'amène du coup à la violence qui est bien marquée, je trouve, par le noir et blanc. Quoi. C'était promis un peu sur la couverture. Hein, clairement,
elle te vend pas du rêve, quoi. Tu sais qu'a priori, il y a quelqu'un qui va canner. Hein. C'est le Mais, seul moment où on a un petit peu de couleur d'ailleurs. ouais, c'est sur la couverture. Et du coup, tu as vraiment cette violence qui est marquée par le dessin. Et c'est bon, quoi. C'est bon. Avec, du coup, le petit twist à la fin. On aimera ou on n'aimera pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont te dire que c'est pourri du cul. D'autres qui diront que c'était vraiment chouette. Donc Qui là, ça pourri du cul, ça va être toi, je pense. Non. Bon, ben c'était lui. Ah, mais non, il n'a pas dit non plus. Bah non, alors. Pas tout de suite. Non, j'en ai pas encore parlé. Ouais, c'est pour ça. Je me suis dit, tiens, pour une fois, lui, il sait faire son pitch et je le laisserai donner son avis à la fin. Ouais. C'est ce que je ferai. Surtout que c'est sa BD. Donc, C'est à moi. Voilà, donc du coup, le twist au final qui est un peu. Que j'ai trouvé pas mal. Maintenant, j'aurais peut-être pu trouver un truc un peu plus cool. Mais c'est vrai que ça te remet quand même pas mal de trucs en perspective. C'est pas un coup de cœur? Pour moi, non. moi, j'ai trouvé que c'était sympathique. Le dessin, effectivement, est vraiment intéressant. Il te met bien dans les tripes. Il gère bien aussi son format, parce qu'on est dans un format petit, un peu comics, pour un pavé, parce que pavé noir et blanc. L'histoire est prenante, l'histoire est intéressante, mais elle a aussi ces difficultés de ce contexte où, de temps en temps, bah, tu t'attaches pas trop au personnage, déjà, c'est un peu le souci. Et en voulant un peu stéréotyper ces visages d'Indiens, on les mélange un peu. C'est Je aussi pense voulu. C'est peut-être voulu, oui. Enfin, Voilà, mais ça, je pense, voulu. c'est probable. Mais c'est vrai que il y a des moments où tu te dis, attends, je suis en train de voir quoi, etc. Et puis il y a un côté un peu, un petit peu revendicateur. Putain, je vais y arriver à parler français. Parfois un peu facile, je trouve. Ce côté de je prends du recul sur ce phénomène compliqué et regardez, je vous montre à quel point en fait on était tous horribles derrière. L'idée d'avoir amené un français un peu plus humaniste au milieu est intéressante, mais ouais, c'est le témoin, le personnage qui sert pas à grand chose, et je trouve qu'ils auraient pu en profiter de ce personnage-là pour peut-être un peu mieux reposer le contexte. Ce qui n'est pas fait. On a un témoin qui débarque et on ne nous repose pas trop le contexte historique, qui nous en parle vaguement. Mais si on n'a pas eu d'idée de qui est Custer, ce que c'est que Sitting Bull et compagnie, ça demande. C'est dommage. Ils avaient l'opportunité d'avoir un personnage didactique qui te met le contexte. Et si t'es pas fan de western, bah oui, tu sais pas forcément ces choses-là. Voilà. Si tu n'es pas fan de western. Mais effectivement, c'est un petit peu comme ça qu'on connaît ça, une bonne partie de l'histoire. Bah Little Big Bad, quoi. Je vais regretter un petit peu les mêmes choses que toi, c'est-à-dire qu'il y a un manque de profondeur globalement, que ce soit une profondeur historique ou une profondeur psychologique des personnages principaux. On est resté sur le descriptif de l'ambiance, on est resté sur le descriptif de la nature, des forces en présence, de la sauvagerie, etc. Mais finalement, l'officier français, on ne sait pas trop ce qu'il vient foutre là, on ne sait pas quelles sont ses motivations, si ce n'est que le chef de la caserne, je sais plus comment ça s'appelle, le général de la caserne, le colonel, je ne sais plus, l'envoie bouler en disant tu vas poursuivre le mec, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le traque avec cette espèce d'énergie-là. Voilà, il y a un manque d'explication qui va servir de moteur au pourquoi de la traque. Voilà. On va la voir sur le guide. pourquoi de la traque Oui, le pourquoi est assez clair. Mais Il a buté un gars. Oui, non, mais il a buté un gars. En même temps, pourquoi est-ce que tu vas envoyer autant de personnes pour aller traquer un mec dans la neige qui fait... Honnêtement... Ils n'envoient pas autant de personnes, ils envoient 2 personnes. On va juste pas grand-chose. Juste revenir, je pense que tu l'as vu il y a très longtemps quand même. Alors, c'est juste un soldat de l'armée américaine qui bute quelqu'un dans un bar. Et grosso modo, la police militaire américaine, quoi, du coup, se dit peut-être quand même qu'on va essayer d'arrêter le gars pour le traduire en justice. Et comme franchement... Tu envoies pas un officier qui vient de débarquer, qui fait pas partie de ton bataillon. T'envoies un gars qui va te faire chier parce qu'il a des principes qui t'intéressent pas. Tu le vires, tu t'en débarrasses du gars. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein, c'est le gars, je m'en débarrasse. Hein. Un peu, pour moi, ça sonnait un peu prétexte et un peu creux. Quoi. Grosso modo, c'est capillotracté. Bon. Ouais, non, moi, ça me semblait... Bon bouquin, moi, je trouve, dans l'ensemble. Je me suis bien régalé, donc peut-être que vous, un peu moins. Voilà. Non, j'ai trouvé ça bien, mais il y avait ce côté de manque d'attachement au personnage et un petit peu de manque de clarté dans certains propos. Mais après, c'est un bouquin Par contre, qui marche bien. Un petit peu comme nous ce soir, en fait. Là. Parce que là, ils radotent les deux, quoi. C'est 2 vieux. Hein. Bon, les papilles, on y va ou pas ? Merde.
Non, mais après, on me dit que je coupe la parole parce que j'envoie les transitions trop tôt. Allez, qui est-ce qui nous parle de quartier lointain? C'est moi, jeunes gens, c'est moi. Jeunes gens, c'est le mot Oui. d'ailleurs. Allez, C'est- passez-moi Quartier lointain, cet ouvrage de Jiro Taniguchi. Pourquoi tu le veux? Parce que, t'en as pas Parce besoin, que je le trouve beau, lourd, il pèse son poids, il est sympathique. Et qu'autant j'arriverai à... Acheter la BD au poids, c'est un nouveau concept. Voilà, c'est un nouveau concept. Et qu'autant je trouverai le nom du personnage principal que j'ai oublié. Euh, et que donc je ne vais pas citer parce que en fait c'est parce que je vais mal le prononcer à cause de mon nez. Bref, notre héros est un fonctionnaire qui doit prendre le train pour un rendez-vous et qui, alors qu'il est obligé de rester un peu coincé dans son train et de pas rentrer chez lui, rejoindre sa famille, s'endort et se retrouve dans l'endroit où il a grandi. Et à ce moment-là, alors qu'il se dirige du côté du cimetière, il est pris d'une sorte de crise. Et lorsqu'il se réveille, il est retourné des années avant, il est redevenu un enfant. Et il redécouvre la vie dans sa famille, mais avec son cerveau d'homme adulte et mature complet. De là, au départ, il va faire quelques petites embrouilles, il va essayer de retrouver ses copains, mais il a cette maturité, cette confiance en lui qu'il n'avait pas, et forcément, ses relations avec les gens qu'il fréquentait à l'époque ne seront pas les mêmes, et il va se rendre compte que, en grandissant, en prenant de la confiance en soi, on perçoit les choses différemment, on perçoit notre famille différemment, et surtout le fait que son père, lorsqu'il est enfant, est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Il va essayer de savoir pourquoi et empêcher son père de partir. C'est un grand classique de Taniguchi. C'est un ouvrage. On va d'abord parler sur le dessin. C'est un dessin très ligne claire asiatique qui va jouer sur des tramages assez simples mais qui vont permettre de donner pas mal de relief. J'ai trouvé le nom du héros, Hiroshi. Merci, Hiroshi, tu vois, j'aurais pas pu le dire. Et ouais, voilà, graphiquement, on est sur quelque chose d'efficace, de réaliste, avec plus de contemplatif que de dynamisme pour de l'asiatique, pour du manga, où il va se permettre de nous montrer des paysages, de faire des contrepoints, de travailler sur sa temporisation. On reste sur quelque chose de très chapitré, vu que ça a dû être prépublié à l'origine. Quelques scènes rigolotes quand il commence à boire de l'alcool en se disant ça va, je peux boire tant, il n'y a pas de problème, tranquille, sauf qu'il a oublié qu'il était un gosse et qu'au bout de 2 verres, il est pompette qu'il n'en peut plus. Et ensuite, il va justifier ça, surtout quand tu es chez ton pote dont la mère tient un bar à hôtesse. C'est un peu compliqué. Bref, et puis surtout, ouais, il revit un peu cette relation avec son père, qui, ces erreurs d'adulte qu'il va faire alors qu'il est enfant, vont lui permettre de se rapprocher de son père et de découvrir qui il était vraiment alors qu'il ne le savait pas. C'est un très très beau bouquin avec une conclusion qui est d'une logique implacable et qu'on voit pas forcément venir. C'est pas un twist, c'est pas quelque chose, mais qui est belle, quoi. Moi, j'ai passé un excellent moment avec cette bande dessinée, alors que ça faisait des années qu'elle traînait sur mes étagères. Je confirme, pour les années que ça traîne. Voilà, et qui mérite un petit coup de cœur à mon goût. Jérôme. Bon, Quartier lointain, c'est un des grands classiques de Taniguchi, en 98. Il l'a publié au Japon en 98. Cette édition-là de Casterman 2006. C'est un des albums avec le journal de mon père qui a fait connaître Taniguchi en France et qui a rendu Taniguchi comme le plus francophile de tous les japonais, on va dire de tous les mangaka en tout cas, et le plus connu des mangaka en France. Il a été adoué par Télérama, je veux dire. C'est pas... Ouais, ça c'est... C'est mieux que Karl Lagerfeld finalement. C'est ça. Bon, rappelons-le quand même, prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême en 2003, pardon. Prix Canal BD des libraires spécialisés en 2003, bref. Donc, à l'époque où il y avait des prix des scénarios, à Angoulême, on ne sait jamais trop les prix de quoi ils sortent tous les ans. Mais bon, voilà, un très très grand classique. Comme beaucoup de lecteurs, moi j'ai commencé à lire du manga par Akira et par Taniguchi. Rien à voir l'un avec l'autre, au demeurant, on est tous d'accord. Oui, mais c'est un peu à 15 000.
Oui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas énormément de choix sur le marché non plus, cher ami. Donc on est sur un manga en lecture sens français. Non, mais pas si longtemps que ça, il parle du siècle dernier. Ça Oui, va, c'est je ça, pense. ça. Ah bah oui, je non, parle mais du siècle dernier, oui, on est d'accord, oui. Oui. Et je vous emmerde. Mais on y était aussi. Non, mais Akira, tu le trouvais dans les années 90, je veux dire, il y a 10 ans d'écart entre la publication des deux, là. Et donc oui, voilà, un grand classique extrêmement bien dessiné, c'est du Taniguchi à 2 millions de %. Moi, ce que je regrette chez Taniguchi, honnêtement, c'est un super scénario. C'est un extraordinaire conteur d'histoire. Ce que je regrette, c'est que chez Taniguchi, c'est quels que soient ses albums, tous ses personnages se ressemblent. Les mecs sont toujours les mêmes, les femmes sont toujours les mêmes. Donc, Ces personnages principaux, on va dire. Après, Voilà, il y a ces des personnages- différences. Mais voilà, bon, ça, c'est pas- ces personnages principaux sont toujours les mêmes. Ça lui donne une patte, mais voilà, c'est Oui, un mais peu ça, dommage. c'est une leçon du grand Tezuka qui avait créé des archétypes qu'il réemployait dans tous ses bouquins parce qu'il disait que c'était ses acteurs qu'il allait mettre en scène. Puis, tu sais, il y a des mecs français qui font pareil avec leurs personnages. Hein, je veux dire, un auteur en 3 lettres qui est beaucoup apprécié d'un certain mec qui s'appelle Tizak ici à cette table, il fait pareil. Hein, c'est toujours les mêmes personnages aussi. C'est toujours la même meuf, je crois d'ailleurs. En même temps, quand elle est bien réussie, t'as pas envie d'en changer. Ouais, bah ouais, là, c'était. Bon, là, j'arriverai ça- pour la suite. Ouais. Du coup, on va Bon revenir sur rattrapage. Quartier lointain. Moi, j'ai juste rajouté que je trouvais que c'était vraiment un très bon bouquin en fait sur la parentalité. Oui. Parce que du coup, tu as un personnage adulte qui est dans sa vie d'adulte et qui a certaines questions, certaines façons d'être, certaines façons de faire. Et quand il se retrouve enfant, il se retrouve à questionner en fait la façon dont son père se comportait à l'époque. Et finalement, ça éclaire en partie Sa vie d'adulte. sa vie d'adulte. Et il se dit, mais putain, les défauts que je trouvais chez mon père, finalement, c'est peut-être les mêmes que je me retrouve aujourd'hui. Enfin, et voilà, ça fait un peu psychanalyse, mais voilà, j'ai vraiment adoré, beaucoup accroché. Et voilà, dans Je plus sois totalement, c'est vraiment un truc génial. Et je me dis, mais putain, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps pour le lire? Ouais, oui, non, mais des fois, il y a des choses comme ça. Et Peut-être donc, c'était la taille qui nous faisait peur. et donc, mais- il faut lire le journal de mon père. Je crois que je l'ai déjà lu, mais il y a Si ce longtemps. n'est déjà celui-là. fait. Ouais, je crois que je l'ai lu, mais il y a longtemps. Donc, mais ça m'avait peut-être moins marqué, tu vois. Passe à la suite. Ça... Mais là, du coup, tu annonces même pas en fait que tu mets un coup de cœur en fait. Ah si, je l'ai dit. Non. Ah, T'as mais juste c'est fait pas le compris. signe à la caméra. Ah ouais, en ouais, fait, mais je l'ai dit, oui, dans le coup de cœur validé. Allez, on parle d'Horrific Land Coup maintenant. de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Coup de cœur validé. Horrific Land. Donc, nous sommes sur un Disney. un C'est une bande Mickey. dessinée. C'est une bande dessinée fait donc de Mickey, fait par Trondheim et Alexis Némé. Ouais, ou Desb, j'aurais dit Nesb, Desb. Deb, ouais. j'aurais dit Deb, Alexis Deb, j'aurais dit, mais on reste dans l'asiatique. Bon, enfin bon. Mickey et Donald donc sont des détectives privés qui n'ont pas une thune, qui n'ont pas de clients. Heureusement pour eux, une vieille femme en fait vient les voir pour qu'ils cherchent le chat. Le chat qui s'est tiré dans. Alors je ne m'appelle plus le nom du chat, je vous le dis tout de suite. Hein, on va l'appeler. On s'en tape. Médor. Bidé. Médor, c'est bien. Donc Médor en fait est parti se cacher en fait dans un parc, dans un vieux parc d'attractions désaffecté, Horrific Land, un parc donc avec des fantômes, du brouillard, des araignées, des cercueils, des manoirs hantés quoi. Je veux dire un truc horrifique. Dans ce manoir donc, forcément il va y avoir des rebondissements parce que ils vont pas chercher que Médor là-dedans. On va croiser les méchants de d'habitude, c'est-à-dire on va avoir Patibulaire qui va être présent. Bien évidemment, Mickey et Donald seront aidés de leur ami Dingo, et donc pas de Pluto, on le rappelle, parce que c'est un chien. Plutôt, c'est le chien de. Et ça, c'est mon chat, par contre. Ouais. Le chat qui vient d'arriver là, c'est pas C'est ça, il vient de rentrer. Voilà, c'est ta femme qui vient de rentrer, et en plein moment, on vous parle de façon très intelligente de Mickey plutôt. Ce n'est pas Dingo. sa femme qui miaule. Hein. Voilà. non plus. Mais elle a laissé rentrer le chat. Donc, Vas-y, du coup, on a vraiment dans le scénario en fait d'Horrific Land, il y a plein de rebondissements et c'est vraiment le scénario à tiroir. Donc petit à petit, tu avances, plein de petits rebondissements qui m'ont beaucoup fait penser à du Scooby-Doo. Et finalement, quand je vois la fin, je me dis, je pense que Trondheim pensait à Scooby-Doo quand il a écrit le scénario. Le petit running gag tout le long sur Patibulaire, les fantômes. Ciao, à bientôt. Du coup, le petit running gag sur Patibulaire tout le long et toutes les mésaventures qui lui arrivent, j'ai trouvé ça excellent. Au niveau du dessin,
On a un côté sombre, un peu gothique dans ce Horrific Land. Alors, il me semble, là, peut-être que vous allez valider ou pas, il me semble qu'il travaille en couleur directe. Oui. Et J'ai vu ces planches. et ça a de la gueule, quoi. Et Ça a vraiment, vraiment de la gueule. Donc, c'est pas le plus. Je pense que pour moi, c'est le meilleur en fait Disney, enfin le Mickey que j'ai lu, tu vois. Ah ouais, À chaque fois- jusque-là. Ben, à chaque fois, il trouve des super dessinateurs, et souvent, ce que je disais, c'était le scénario qui me faisait pas kiffer. Ouais. Et Même celui lui- de Dave, avec l'histoire de Papy Mickey et compagnie. Ah, moi, je l'avais bien aimé celui-là. Ouais, mais Horrific Land, je trouve je le trouve vraiment péchu celui-là. Donc non, je mettrais que Horrific Land, ça reste le meilleur. Là, pour moi, c'est devenu le meilleur. Tu mets un coup de cœur, toi? Je mettrais pas un coup de cœur, D'accord. mais dans ceux qu'on a lus justement de Disney, ce serait pour moi le meilleur. Bah, Alexis Neb est habitué à un style vraiment peint, magnifique, animalier dans les Enfants du Capitaine Grant, qui est très très. J'ai pas lu, mais je l'ai déjà feuilleté, c'est magnifique. Il y avait une expo à Saint-Malo où on pouvait voir son travail qui est un petit bijou. Le côté très Jules Verne dans les tons, et choisir un dessinateur aussi réaliste pour faire du Mickey, déjà je trouve ça super intéressant. Pour partir sur une histoire d'horreur où on retrouve un peu l'histoire d'horreur des... Tu sais, ces histoires d'horreur classiques, des vieux dessins animés où ils rencontraient des fantômes, etc. Il y a tous ces clichés qui sont remis en scène. C'est plein de rebondissements, c'est drôle. Oui, Trondheim s'est vraiment fait plaisir. Oui, le côté Scooby-Doo est, je pense, un peu évident. Faudrait trouver qui est qui dans les personnages. Mais voilà, non, une belle réussite, un très bel album de cette collection. Et puis, tu as des illustrations en pleine page. Ah oui, non, je dis, comme c'est elles déchirent leur maman. vraiment splendide. Jérôme. Alors moi je trouve que c'est gâcher le talent d'un si beau dessinateur à faire des albums pareils. Donc je n'ai pas aimé. Et un tacle à la je n'ai pas gorge. aimé du tout. Voilà, ça c'est fait. Donc si tu Agression veux, caractérisée. on a un très bon scénariste, Trondheim, qui a fait de la merde, mais qui dans l'ensemble est quand même un très bon scénariste. Enfin, quand tu fais autant de choses que lui, heureusement que tu fais un peu de merde de temps en temps. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que t'es un peu humain en fait. Le problème, c'est qu'on lui impose un carcan extrêmement compliqué, extrêmement contraint. C'est le principe du carcan avec Disney. Avec Mickey, c'est exactement comme si on demandait à un scénariste de faire du Star Wars avec Disney à la tête, quoi. On peut faire que de la merde. Donc Ça, c'est un autre débat, par Ouais, contre. On va ça peut-être pas en doit parler maintenant acheter, tout de suite. voilà. Donc en fait, ça d'accord. manque. Le carcan est trop contraint, en fait. Donc pour moi, cette série est bien pour un Mickey, mais Mickey me fait chier. C'est un autre débat du coup. Oui, c'est un autre débat, c'est pas la question. Moi, je trouve que c'est un très bon Mickey et que c'est très très bien fait. C'est une bande dessinée pour moi qui, dans le genre, est très réussie. T'es peut-être plus le public. Ah bon ? Peut-être que toi, tu as su vieillir dans ton cœur alors que nous, on a su rester jeunes et continuer à apprécier ses enfantillages. Voilà, toi, je suis sûr que quand tu vas à Disneyland, tu ne vois que le côté cynique et mercantile, alors que nous, on rentre dans la magie du jeu, et des attractions et de la musique. Ouais, en fait, on n'a pas de cerveau. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, ouais, donc, Donc, me suis fait dépouiller. En gros, lisez-le, vous vous ferez votre opinion et vous verrez ce que vous en pensez. voilà. Donc, Ok. avis intéressant. Nous allons pouvoir passer à la... Non mais au moins ça posait le truc, hein, parce que je sens que Ah vous ouais. étiez parti pour un coup de cœur Ah tous non, les pas deux du là. tout. Ah non, Ah non, j'ai pas dit du juste tout. que c'était Ok. le meilleur. J'ai dit c'était le meilleur Mickey de ce qu'on a vu qui ont été refaits récemment. C'est très bien comme exercice de style, mais on n'est pas non plus le public principal visé. Ça vise plus un public enfant ou nostalgique. On a ce côté nostalgique. Par rapport au Camboni, Le Camboni, il manquait un scénario. Ouais. Je l'ai dit, il est superbe, Enfin, mais il manque un scénario. À la maison, moi, je tiens à dire que j'ai le public de ce type d'album et qui n'a pas spécialement aimé non plus. Mais parce que voilà. soyons honnêtes, le Super Picsou, ça se lit qu'aux toilettes. Ça, c'est sûr. et alors ces enfants ils vont peut-être aux toilettes aussi. Et ils lisent aux toilettes, d'ailleurs. Voilà, ça doit être plusieurs toilettes, j'espère. Oui. Bon, on va C'est mettre, absolument indispensable chez nous. Vas-y, enchaîne. Et c'est qui nous parle de ça Et c'est qui C'est Isaac. C'est con-con, hein. Bon, de suite, c'est con. Alors les carnets de cerises, attention, on Et est Valentin. Et Valentin, Ouais, précise, donc s'il te plaît. après C'est toute avoir la sorti 5 tomes, c'est ça je crois, de carnet de cerises, Ouais. on a notre premier spin-off. Heureusement qu'ils ont pensé à le sortir, il aurait presque failli nous manquer. Alors, le plus format est plus petit déjà. hein. Donc les carnets de cerises
et Valentin. On a toujours Joris Chamblin au scénario, Aurélie Néré au dessin. Donc, pour rappel, Cerise est une petite fille, une jeune fille qui mène des enquêtes en essayant d'aider les gens qu'elle croise. Donc tout ça est rempli de bons sentiments et ça s'intitule Les Carnets de Cerise parce que la bande dessinée est entremêlée de pages, de croquis, de journaux, de dessins, voilà, très enfantin, d'écriture enfantine, etc., manuscrite, tout ça. Et donc dans ce spin-off, les choses sont toujours à cette même sauce, et même encore plus à la sauce carnet. De mémoire, parce que j'ai pas lu non plus tous les carnets de Cerise, mais il m'avait semblé qu'il y avait quand même plus de bandes dessinées dans les précédents. Oui, c'est et confirmé. c'était, voilà. Sans l'avoir lu et en feuilletant, je crois. Voilà. Et là, pour le coup, il y a quand même très très peu de bandes dessinées au final. C'est à peu près du 50-50, alors que dans les carnets de Cerise, c'est plus que du 50-50. Ouais, je pense même qu'on est à 60-40 bon compte. Ah non, on est même à 75-25. On est à 75% Non, BD. là, il y a très peu de bandes dessinées. Hein. Il y a très très peu de bandes dessinées. Hein. Ouais. Bref, Ok. toujours est-il que de quoi ça parle ? Eh bien, ça nous parle donc de Valentin, comme le titre l'indique, Et de Cerise, alors. et donc de Cerise, et de leurs parents Et respectifs, d'un carnet, non ? et d'un carnet. Merci. Et ils vont s'apprêter à faire un petit tour du monde. Sauf que le petit Valentin, eh bien, il est en panique, il est en stress, ce petit garçon. Il n'a que 7 ans, et le fait de devoir se déraciner, de partir à l'autre bout du monde, son papa lui a expliqué que les voyages, ça apprenait des choses, mais ça transformait les gens. Voilà. Ça crée chez lui une peur panique, hein. Et il ne sait pas trop comment faire sortir tout ça, et donc ça va être une espèce de petite thérapie que va commencer Cerise avec ce petit garçon par le biais de jeux de rôle où ils vont être l'un et l'autre agents secrets, ils vont rencontrer des extraterrestres et ça va leur permettre de faire sortir un petit peu tout ce que le petit garçon a sur le cœur. Youpi. Youpi tralala, je pense que vous l'aurez compris à mon ton, ça m'a pas particulièrement T'es nul emballé. pour essayer de pas pas faire deviner ce que t'as pensé. Oui, mais en même temps, est-ce que j'avais vraiment très envie de... Il faudrait que tu travailles cette compétence. Non, j'en ai pas du tout envie. Parce que je pense que tu pourrais beaucoup plus mentir aux gens comme ça. Tu vois. Ouais, mais j'ai pas envie. Non, mais ils vendent déjà assez. J'ai pas du tout envie. Ouais, tu dois te faire choper à tous les coups. Donc ce bouquin est plus que décevant, extrêmement feignant. Je suis bien d'accord. On va devoir faire parler les personnes qui sont à côté de nous, qui l'ont lu. C'est d'une inutilité patente. Ça part d'un prédicat qui tient sur un demi-quart de timbre-poste et c'est traité de façon diluée à l'infini. C'est notre dernière chronique de l'émission, c'est bien de finir là-dessus. Ah ouais, non, mais, disons qu'après, on peut peut-être pas non plus tout sauver, tu vois. Voilà. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à sauver. Si, l'aspect graphique. Voilà. Alors après, c'est un choix discutable d'avoir... Sur la BD. Oui, sur la Pas BD. sur les la BD, carnets. mais en fait non, parce que moi je dirais c'est même pas. Peuvent les garder. Je vais même pas Très le réussi. sauver parce que il y en a pas assez. Voilà. Alors, ça manque de bande dessinée. Ça manque de bande dessinée quoi. Ça manque cruellement de bande dessinée dans l'histoire. Il y a beaucoup trop de carnets. Mais graphiquement, ça fait le taf. C'est bien réalisé. Les carnets sont bien réalisés, même si les proportions ne sont pas les bonnes. Donc voilà. Graphiquement, ça fait le travail. Maintenant, scénaristiquement parlant, il aurait peut-être fallu penser à s'y mettre, quoi. Vas-y, je sens que tu veux donner ton avis, Caroline. Va te mettre à côté d'un micro. On a deux spectatrices qui ont un avis. Elles sont par rapport- trop actives ou pas Ouais. assez actives, mais Voilà, disons c'est-à-dire que- que sinon on vous entend pas, vous nous interrompez et tout. Venez parler dans le micro, Bien. c'est avec plaisir. Je peux parler dans le micro, mais moi j'étais hyper fan des 5 premiers. Visuellement c'était génial, l'histoire était sympa, même si ça reste enfantin, mais pour un adulte c'était hyper lisible. Et là j'étais très déçue. C'est feignant à souhait. Il n'y a pas d'enquête. Il dilue la même histoire pendant 40 pages. Et même visuellement, c'est pas très lisible, moi j'ai trouvé. C'est très coloré. Les premiers étaient colorés et j'aimais ça, mais là, c'est trop. C'est trop coloré, c'est pas lisible. Et tu Donc penses très que- très déçu. Et tu penses que ce serait pas parce qu'ils ont voulu donner un côté plus enfantin et que c'est Alors parce que c'était ce pas serait le pour un même public public, plus jeune? effectivement. Mais du coup, les fans de la première heure vont être, je pense, déçus.
Ah mais le son, je te confirme. Le son. Encore Moi, une la fois, première. Encore une fois, à la maison, j'ai aussi des fans de la première heure dans mes enfants et ils n'ont pas aimé du tout. Vas-y. Alors, moi, du coup, le problème, c'est qu'il y a eu une première série qui était quand même avec des thématiques qui étaient quand même très adultes, très réfléchies, qui te faisaient quand même, qui t'ouvraient sur des questions qui étaient quand même des vraies questions de fond, quoi. Il y avait des découvertes au sein des premiers tomes. Tu te disais, waouh, sur un peu du truc jeunesse, ils vont loin, quoi. Ils les prennent pas pour des cons. Il y avait Oui. plusieurs niveaux de lecture. Il y avait plusieurs niveaux de lecture, mais justement, tu les prenais vraiment pas pour des cons. Là, c'est... Bah, excuse-moi, mais d'un coup, tu te dis, putain, les gars, vous avez voulu faire un 6e tome, vous voulez faire de la caille, quoi. Vous voulez surfer sur la première vague, mais alors, soit en fait, vous changez de public, et je pense qu'il fallait carrément changer de série, mais là, vous continuez avec les carnets de cerises, mais clairement, vous redescendez en gamme, quoi. Vous prenez les gens pour des Peut-être teubés. l'appeler carnet de Valentin et cerise en petit. Les carnets de Valentin, non, mais où tu fais que les carnets de Valentin, mais c'est plus cerise. Cerise, elle avait Et des pour un questionnements public plus d'adultes. jeune. Oui, ça aurait rien changé. Il aurait fallu que Valentin il ait une vraie question, une vraie problématique, et un truc à dire. Hein, parce que là, même Valentin, il a rien à dire en Non, mais fait. ça Hein. vise un public On plus jeune pose tout de aussi. suite, C'est peut-être ça l'idée aussi. On pose tout de suite la problématique du les parents partent en voyage autour du monde, et ça se termine par ah oui, en fait, il était pas bien parce que les parents partent en voyage autour du monde. Ok, c'est super, merci d'être venu. Et donc, au bout de 45 pages, il s'est rien passé, quoi. Donc, une grosse déception. Bah, pour le coup, je voulais le dire. Et je crois que c'est unanime, en fait. C'est quoi Alors, c'est complètement Peut-être faire unanime. la passe. Alors, ceci dit, moi, les amis, j'ai quand même une vraie question. Quand on a ce niveau de qualité-là, est-ce qu'on est absolument obligé d'en parler dans une émission alors qu'il y a énormément d'albums qui mériteraient qu'on en C'est parle? bien de le Ben, dire pour que les gens ne l'achètent pas. Eh bien, je vais te le dire tout à fait. J'ai beaucoup aimé les carnets de cerises. J'avais très envie de le lire et je vais faire l'impasse dessus. Donc, quelque part, étant On donné lui a qu'on fait a parlé gagner des du temps. précédents, On lui a fait gagner du temps. et étant donné qu'on a parlé des précédents, je trouve ça on fait, plutôt on, pas fait, mal. on fait un speed là, on fait un truc, tu vois. Ah bah là, on a pas resté bien longtemps Non, mais dessus. parce Hein. que, non, parce que on est resté assez longtemps, mais même quand on dit du mal, on passe plus de temps souvent que quand on dit du bien. Bref. On fait quoi, du coup, un cœur triste pour celui-là? Parce que là, on a tout détesté. C'est n'existe unanime. pas. On fait un anté triste. Voilà. Bref, une grosse déception. Bah, alors que Joris Chamblin fait beaucoup de très très bonnes BD au-delà de ce qu'il a fait avec Cerise et compagnie. L'enfant lune. Oui, avec Adelise et Sorcière aussi qu'on avait lu, qui était très sympa. Bref, C'est je crois qu'on va pouvoir s'arrêter cette émission. Voilà, on arrête ça sur une mauvaise. Ah, mais on note. va se suicider, on va se pendre. Hein. Ou on va pendre cerise, je ne sais pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux gens encore présents à cette heure tardive dans le chat. On espère vous revoir le mois prochain. Merci à Azertov, parce que grâce Ouais. à toi, on a déjà le titre de la deuxième émission. Oui. En tout cas, n'hésitez pas à aller nous liker de partout. Les réseaux sociaux. Non, mais c'est pas grave, Pierrick, retrouve de l'entrain, retrouve de l'énergie. C'est pas grave. De partout. Moi, j'aime bien être Vous n'êtes pas obligé raisonnable. de nous liker de partout, non. Moi, j'aime bien être liké de partout. Bref, nous sommes sur Twitter, Facebook, Instagram, des multiples réseaux sociaux, sur Tipeee si vous voulez nous soutenir en nous donnant. Donnez des sous. Payez-nous un café, voire même une bière si vous êtes généreux, voire même un café parisien si vous êtes très riche. Sinon, quoi envoyez-nous des rouleaux de sopalin. C'est bien aussi. Voilà. Voilà. Des boîtes de mouchoirs, comme on l'a dit. Ouais, de quoi nous payer des boîtes de mouchoirs, c'est pas mal, 1 euro la boîte de mouchoirs. Tu seras content. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci encore. Ciao, à bientôt. Ciao, bientôt. ciao, à Bye, bientôt. bye.